Alors, M. Carbone est architecte et professeur à l'École de design de l'Université du Québec à Montréal. Il est membre également de Docomomo Québec. Il nous présentera les défis spécifiques à la conservation du patrimoine architectural moderne. À vous la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie. Donc, oui, Carlo Carbone, et j'aime l'architecture moderne. Donc, j'utilise le verbe « aimer » spécifiquement pour faire référence à un architecte que je ne pensais pas qu'on allait entendre parler ce matin, Gio Ponti. C'est un architecte italien de Milan et qui a écrit le livre « In Praise of Architecture » que j'ai traduit en anglais, mais pour l'amour de l'architecture. Et une belle citation où il parle de « il faut aimer l'architecture, autant l'architecture ancienne et l'architecture moderne ». Et la raison pour laquelle j'étais surpris de l'entendre ce matin dans la présentation de Jonathan, c'était de voir que Jacques Coutu, un architecte local, avait fait son stage chez Gio Ponti, et pour dire qu'il y a toujours un lien avec l'Italie quelque part. Hein. Donc ça, c'est clair. Toujours un lien avec l'Italie. Surtout en architecture, évidemment. Donc, la présentation de cet après-midi est articulée, oui, sur les enjeux techniques, mais spécifiquement sur cette idée de aimer. Parce que dans aimer, c'est une posture sur deux axes. Je dirais que c'est une posture avant tout de prendre soin des objets, mais aussi c'est une posture de l'éthique de réparation. Et quand je parle de réparation, j'inclus là-dedans l'idée de la conservation. Mais c'est avant tout une question d'activer un sentiment d'appartenance et de faire valoir les qualités dans un objet et donner quelques instructions sur comment finalement la réparer. Donc, la présentation, je vais essayer de toucher ces 6 points. Je vais quand même commencer en présentant mes recherches et comment je suis venu plus à aimer l'architecture moderne par la question des systèmes constructifs industrialisés. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire de la construction industrialisée et aussi à l'histoire de l'industrialisation de la construction. Donc, il y a une nuance entre les deux, mais tous les deux mènent en quelque sorte à soutenir quelques principes qui sont dans l'architecture moderne. Donc, j'ai un laboratoire de recherche qui s'appelle, d'une manière très peu originale, préfabrication. Mais c'est un laboratoire de recherche dans lequel, depuis quelques années, et ce n'est pas important de reconnaître les projets pour le moment, je cumule un inventaire. Donc, un inventaire de 1200 systèmes qu'à travers 175 ans d'histoire. J'ai choisi, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'architecture, 1851, donc la construction du Crystal Palace, comme une des premières œuvres de cette idée d'industrialiser la construction, et à travers quelques pays, une cinquantaine de pays. Et dans cet inventaire, on s'intéresse évidemment aux systèmes eux-mêmes, mais surtout aux idées qui sont derrière les systèmes, parce que l'architecture moderne, oui, c'est une question, je partage l'idée de France que ce n'est pas une question de style, c'est aussi une question d'expérimentation matérielle, mais c'est avant tout une question d'idées et une question de révolution dans les manières de voir le monde. Au Québec, on pourrait parler de la révolution tranquille et donc une densité d'exploration qu'on sent depuis ce matin avec toutes les présentations, mais aussi dans d'autres pays avec d'autres types de révolutions en même temps et c'est aussi articulé souvent à la notion de crise. Pourquoi l'industrialisation de la construction? C'est que c'est aussi un moment de l'histoire où il y a une exploration de la nouveauté, une exploration de nouveaux matériaux, mais surtout une nouvelle façon de fabriquer le projet. Une manière de fabriquer le projet qui est surtout l'idée d'assembler, assembler des matériaux, trouver des manières nouvelles de les assembler également. Aussi, c'est des années et c'est souvent ça qui est cité dans la littérature comme un des enjeux de la conservation de l'architecture moderne, c'est souvent de l'expérimentation matérielle tout à fait nouvelle.
comme par exemple une machine pour littéralement imprimer des maisons en béton. Et le béton reste exposé. Donc le turner layer, oui, ça a existé. On a construit des centaines de maisons de cette façon-là, et où le béton reste complètement exposé au climat. Donc, des nouveautés au niveau de l'exploration matérielle. C'est aussi relié à des notions de construire en moment de crise. Donc, si on prend les panneaux Camus en France, par exemple, avec tout le développement qui s'est fait post-Deuxième Guerre mondiale, mais c'est cette idée de construire au moment de crise, et donc on répond à des questions, à des besoins, mais finalement, il y a peut-être des éléments sur lesquels, aujourd'hui, 60, 70 ans plus tard, ces panneaux arrivent à leur fin de vie, les ancrages ont corrodé, et donc ça amène d'autres types de défis. Et finalement, un des éléments que je pense qu'on pourrait très bien toucher, même ici à Jonquière, c'est la relation avec le militaire et comment la relation avec le complexe militaro-industriel mène au développement de plein de nouveaux systèmes parce qu'on veut rediriger des capacités de production vers des industries plus civiles au cas qu'il y ait un autre conflit qui éclate. Et là, on a conservé notre capacité de produire et on peut le réarticuler vers d'autres usages. Par exemple, les murs rideaux. Les murs rideaux, que ce soit en acier ou en aluminium, mais sont vraiment des instruments, finalement, de ce type de développement-là. Donc, c'est comme ça que je suis venu m'intéresser à l'architecture moderne. Et dans la littérature, mais un des défis qui est souvent mentionné, que ce soit au niveau du Getty, par exemple, qui a été mentionné par France, ou même par Docomomo International, ou même dans les congrès de l'APT, mais un des problèmes de l'architecture moderne, ou un des défis de l'architecture moderne, c'est qu'on cherchait de l'innovation à tout prix. Et ce n'est pas juste de l'innovation matérielle, mais c'est toutes sortes d'innovations au niveau même de la manière de construire le projet, de manière à l'assembler. Donc, cette innovation, elle reste intéressante parce qu'elle est dans une époque hyper fertile, mais elle mène aussi à construire relativement rapidement et donc avec quelques défis éventuellement de conservation qu'on retrouve aujourd'hui. J'ai mis quelques innovations. Ça serait impossible de faire une ligne de temps avec toutes les innovations, mais dans le haut, j'ai mis quelques innovations. On retrouve les systèmes de béton armé de François Hennebique ou de Julius Kahn. Et dans un laps de temps, entre 1824, où on brevette le ciment Portland, jusqu'en 1959, où on brevette le verre plat, on a peut-être 125 ans, quelque chose comme ça, mais la quantité d'énergie, c'est une époque absolument incroyable au niveau de l'invention matérielle et comment cette invention matérielle mène à des objets assez iconiques de cette architecture moderne et elle mène aussi à une sorte de culture de l'architecture qui n'est plus basée uniquement sur la référence au passé, mais elle est complètement en rupture sur cette idée d'innover d'une manière très progressiste. Dans le bas du schéma, d'une manière un peu plus anecdotique, un des sujets qui est intéressant, surtout au niveau de la conservation, c'est comment documenter ces objets. Et le projet d'architecture au début du 20e siècle, il y a une transformation radicale même dans la manière de le produire. De plus en plus, les architectes travaillent avec des catalogues. Et donc, le catalogue devient l'instrument de conception. Avant, quand on était un maître bâtisseur, on était sur le chantier, on discutait, on collaborait. Et là, tout d'un coup, dans un laps de temps relativement court, on passe d'une architecture artisanale à une architecture industrielle basée sur l'assemblage de pièces qui viennent de catalogues. Donc, ça change aussi la posture de l'architecte. Un des éléments qui est souvent aussi cité dans la littérature par rapport aux enjeux techniques, c'est la question de l'obsolescence. Et que l'architecture moderne, un des défis, c'est qu'elle intègre toutes sortes de systèmes qui sont
programmés avec une certaine obsolescence. Et donc, une durée de vie d'une 25 ans, 30 ans. Et donc, comment articuler une vision sur la conservation à long terme quand les systèmes ont été programmés pour être obsolètes dans 30 ans. Donc ça, c'est un des défis aussi qui est identifié. Il y a plein d'enjeux qui sont liés à la nouveauté. Hein? On peut imaginer des nouveaux matériaux, des matériaux expérimentaux. Moi, j'ai mis la page frontispice du catalogue de Formica. Formica, c'est les panneaux de plastique qui vont être sur n'importe quelle surface, de comptoir. Donc, souvent, dans l'architecture moderne, on commence aussi à travailler avec des matériaux plus éphémères. Ce n'est pas le cas ici, hein, quand on regarde le granit. Donc, vous avez la chance d'avoir un bâtiment dans lequel on sent qu'il y a une volonté de la durabilité. Mais ce n'est pas le cas de toute l'architecture moderne, mais on commence à travailler avec ces matériaux expérimentaux et des fois même qui ont des défis. On peut penser à l'amiante, par exemple, matériaux expérimentaux qui, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, s'avère être un matériau dangereux avec lequel il faut dialoguer, il faut essayer de trouver des façons éliminer finalement de nos bâtiments. La détérioration. Détérioration qui sont identifiées aussi dans certaines littératures, ça parle souvent de la faiblesse de ces matériaux-là. Mais moi, ce que je veux porter à votre attention, c'est aussi la question des détails. Souvent, les détails de l'architecture moderne sont aussi un peu problématiques, dans le sens de, par exemple, créer une tablette où l'eau peut s'accumuler. Et là, le bois, qui est un matériau qui boit l'eau, mais va tout simplement, par capillarité, il va commencer à aspirer l'eau. Et finalement, ce n'est pas le matériau nécessairement qui est un problème, mais c'est le détail qui est problématique. Et il y a plein de détails comme ça dans l'architecture moderne qui, au niveau climat, sont souvent problématiques. Le manque d'histoire. Ça, c'est peut-être l'enjeu, peut-être que je juge un des plus importants. Vu que c'est des systèmes qui sont relativement jeunes, la manière de les réparer, la manière d'intervenir d'une manière continuelle sur le matériel est peu connue. Et donc, c'est pour ça, certaines fois, on va choisir plutôt de recouvrir un matériau et dire, mais OK, on va avoir la paix, au lieu de dire, mais on va essayer d'apprendre d'une manière progressive sur les matériaux. Quelques systèmes et matériaux de la construction moderne, et là, pour la fin de cette présentation, parce que les matériaux de l'architecture moderne s'attirent dans tous les sens, j'ai choisi les murs rideaux. Pourquoi les murs rideaux? Parce que aussi là, dans un laps de temps relativement court, au Québec, on adopte soit le béton préfabriqué ou les murs rideaux en aluminium pour représenter notre architecture civique. Donc, ça devient des systèmes industrialisés qui vont représenter finalement cette architecture civique et ça devient un peu le portrait ou l'image de l'architecture moderne au Québec. C'est aussi parce que dans un laps de temps relativement court dans l'histoire de l'architecture, on passe à une nouvelle façon de voir la relation entre l'enveloppe et la structure. Au lieu de dire, mais l'enveloppe et la structure, c'est une chose, mais là, tout d'un coup, l'enveloppe et la structure, c'est deux choses. Donc, on peut parler d'ossature et de peau, ce qui amène une posture assez intéressante au niveau du potentiel de libération de la façade. On peut faire n'importe quoi avec la façade, mais aussi, ça amène quelques défis au niveau de la réparabilité aujourd'hui, quand 60 ans plus tard, 70 ans plus tard, les ancrages qui n'étaient pas protégés contre la corrosion, par exemple, doivent être remplacés, doivent être réparés. Donc, ça amène des enjeux assez spécifiques. Le mur rideau, c'est vraiment une invention du 20e siècle qui porte toute cette idée de la séparation entre l'ossature et la peau, et donc même l'idée même de l'architecture d'avoir une certaine flexibilité de la peau et de pouvoir éventuellement avoir des peaux qui sont interchangeables. Et ça, c'est peut-être un des principes qui est sous-exploité dans la notion de conservation, parce que souvent, on a une vision de l'authenticité, et ça serait bien peut-être d'en débattre,
où on doit revenir à l'origine. Mais je vous soumets que des fois, pour retrouver l'authenticité, c'est mieux de changer la peau vers quelque chose de plus performant. Et donc ça, c'est aussi des sujets qui seraient intéressants éventuellement à discuter. Quelques projets rapides en rafale, parce que je trouvais intéressant cette idée de comment aujourd'hui on intervient sur les murs rideaux. Bon, la tour de la Bourse, parce qu'il y a un autre lien avec l'Italie, donc un projet de Luigi Moretti et Pierluigi Nervi, et qui aujourd'hui, je vais faire le bon calcul, hein, parce que moi aussi en maths, c'était pas... Donc 61 ans plus tard, on arrive à des panneaux où parfois, avec les panneaux de béton préfabriqués, c'est toujours à peu près les mêmes trois enjeux. Matériaux suspects dans le mélange de béton, armature qui n'est pas protégée contre la corrosion et les ancrages qui font défaut. Donc, c'est toujours à peu près les mêmes trois défis. Dans ce cas-ci, mais un des principes fondamentaux de comment conserver l'architecture moderne, c'est la documentation. Documentation pour retrouver exactement le même mélange, documentation pour avoir les mêmes textures, documentation pour avoir les mêmes couleurs, mais surtout une documentation très précise qui permet de retrouver finalement une relation de discussion avec le bâtiment original. Le bâtiment a failli être recouvert par des panneaux d'aluminium. Une des stratégies, c'était des panneaux d'aluminium. Une chance, finalement, qu'on a résisté et les panneaux sont en train d'être restaurés actuellement. Un des aspects assez, peut-être, et là on pourrait parler d'obsolescence, utilisation de la peinture sur l'enveloppe. Donc les murs rideaux qui, aujourd'hui le mur rideau, on va souvent le laisser en aluminium anodisé, mais dans ce projet à Toronto de Mies van der Rohe, mais le mur rideau avait été peint. Et donc, tout le travail au niveau recherche et développement pour retrouver la couleur, mais aussi pour retrouver une peinture qui ne soit pas dans une obsolescence, mais une peinture qui est plus durable. C'est un peu étrange de dire une peinture durable, mais de finalement faire une recherche et développement pour aller dans le même sens que l'architecte, mais avec un produit qui va être beaucoup plus durable. Un des aspects qu'on pourrait discuter même par rapport à ce bâtiment-ci, parce que je voyais beaucoup des baies vitrées qui avaient été remplacées au Guggenheim, le remplacement des murs vitrés. Ça, c'est souvent un des défis par rapport aux murs rideaux, parce qu'en fait, on a souvent des murs rideaux de ce type-là avec du verre simple, non isolé, avec aucun bris thermique. Et donc, un des aspects assez intéressant par rapport à cette question de mise en norme environnementale, c'est d'essayer de trouver des profils qui permettent d'utiliser du verre plus performant, mais aussi pour essayer de respecter les mêmes types de meneaux qui avaient été utilisés et de prévoir des bris thermiques, donc d'aller dans le sens d'une rénovation plus performante, mais où on conserve une certaine image de l'origine. Un projet que je trouve intéressant, c'est le pavillon Lester B. Pearson à Ottawa, avec ses grands panneaux, encore là, panneaux de béton préfabriqués, et où il y a eu un travail assez important d'analyse de chacun des panneaux pour voir, mais c'est quoi les problèmes de mélange de béton. Parfois, il y avait des panneaux qui étaient en très mauvais état, pour venir à un projet de réparation où ce n'est pas l'ensemble des panneaux qui ont été remplacés, mais les panneaux qui étaient les plus problématiques. Et ça, je trouve ça intéressant par rapport à cette question du vieillissement, de dire, mais est-ce qu'on est obligé qu'un bâtiment soit toujours parfaitement en ordre? Est-ce qu'on ne peut pas vivre avec certains panneaux qui sont de différentes couleurs? Il faut changer notre posture esthétique pour avoir une posture de dire, mais OK, on comprend que ce panneau-là a été remplacé et je pense que ça fait partie d'une esthétique de qualité. Et ce qui nous amène finalement à
cette idée d'augmentation de la performance. Aujourd'hui, mais on veut conserver les bâtiments, mais on veut aussi augmenter leur performance énergétique. Et dans ce cas-ci, je trouve ça assez intéressant, cette idée de bâtiment moderne des années 60, où finalement on a tous les problèmes de ces bâtiments des années 60, donc ponts thermiques, mal isolés. Et à droite, on a le projet de Deep Energy Retrofit, donc rénovation éco-énergique en profondeur, où on recouvre finalement le bâtiment avec une nouvelle peau performante, donc complètement, on isole le bâtiment de l'extérieur. Et ce que je trouvais intéressant dans cette posture, puis éventuellement ça serait intéressant d'en débattre, c'est de dire, mais finalement, on est parti d'un bâtiment qu'on pourrait qualifier de moderne pour aboutir à un bâtiment qu'on pourrait qualifier de plus que moderne que l'origine. Donc, cette idée d'un bâtiment complètement blanc, sans ornement, sans éléments. J'arrive à la conclusion. Je pense qu'il me reste quelques minutes. Deux. Donc, les principes à développer. Dans toute la littérature, j'ai fait un résumé. C'est les trois. Donc, nouvelles techniques de construction. Donc, essayer d'aller vers des technologies innovantes pour retrouver cette même idée progressiste qui était dans les bâtiments d'origine. Donc, on était dans une vision progressiste. Comment retrouver cette vision? Avoir une discussion sur la question d'authenticité et temporalité. Je pense que ça, c'est assez intéressant parce que aujourd'hui, comment peut-on parler d'authenticité quand on est dans une crise climatique? C'est assez difficile, donc des fois d'organiser une discussion où on essaie d'harmoniser les deux choses, et surtout un travail de recherche et planification. On a vu aujourd'hui tous les documents extrêmement riches au niveau de l'histoire, pas juste de l'histoire du bâtiment lui-même, mais de la construction d'une ville, de l'extraction d'un matériau. Donc, toutes ces histoires-là sont importantes à connaître pour favoriser la posture de réparation. Donc, la conclusion, c'est pour moi la compréhension de l'existant. Et on en a parlé beaucoup aujourd'hui. Il y a deux choses sur lesquelles je veux terminer. Je n'ai pas trouvé une bonne traduction. Weathering, en anglais. La seule bonne traduction que j'ai trouvée, c'est vieillissement. Mais en même temps, c'est la patine. Mais weathering, c'est aussi l'action. Ce n'est pas juste ce qui apparaît. C'est l'action, et je trouvais que... Oui, donc ça serait la bonne traduction, merci. Et ce que je trouvais, c'est on est souvent dans une posture où on essaie de recouvrir les choses, cacher les choses, nettoyer les choses. Et je pense qu'il faut être dans une posture où parfois il faut essayer de bien diffuser, démocratiser cette idée de comment un bâtiment agit avec le temps. Et la dernière chose, et je promets c'est la dernière, donc la connaissance détaillée d'un bâtiment. C'est la seule manière d'intervenir correctement, c'est en ayant des professionnels, des gens qui vont vraiment avoir une connaissance fine de tous les aspects. Et je vais utiliser un exemple qui hier m'a un peu surpris dans le bâtiment. Parce que c'est un bâtiment que j'adore, je trouve magnifique, et depuis hier, je suis en admiration complète devant ce bâtiment. Mais il y a un endroit, et je ne me rappelle pas où c'est, mais on passe du granit à une tuile céramique. Et là, je me suis dit, my goodness, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là? Et si on avait une connaissance fine de la posture peut-être de l'architecte d'origine, mais ces gestes-là, peut-être on les traite différemment. Merci beaucoup. Désolé pour le trop de temps. C'était assurément apprécié. Alors, on vous aurait écouté probablement davantage, mais vous avez dit tout à l'heure que, en fait, c'est intéressant aussi d'en débattre. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires sur la présentation. C'est excellent. Oui, il y a des mains qui se lèvent, donc ici.
Alors, vous nommez avant? Martin Simard, celui de Ville-Saguenay et pas de Lucac. Celui de hier soir. Ah, c'est ça. Merci, Carlo. En fait, ce n'est pas tellement une question, mais peut-être une source de discussion. Je me suis intéressé à la patine sur l'aluminium, évidemment, avec Arvida, la ville de l'aluminium. Et puis, j'ai découvert qu'on a commencé à utiliser l'aluminium à l'état naturel seulement après la guerre à Arvida. Avant, on le peignait. À notre grande surprise. Par ailleurs, les tuiles expérimentales qui ont été faites en 1926 avaient été peintes, puis avec une peinture vraiment très peu durable. Donc, l'aluminium s'est retrouvé à l'état naturel assez rapidement, de sorte qu'on a oublié qu'il y avait une peinture dessus. Tout ça s'est patiné d'une manière extraordinaire, mais je remarque que il y a très peu de personnes, il n'y a que les initiés qui trouvent ça beau, la couleur que l'aluminium s'oxydant prend. Est-ce que, dans vos travaux, Carlo, est-ce que vous avez remarqué qu'on a plus de difficultés à accepter le vieillissement des matériaux modernes que celui, par exemple, sur une toiture de cuivre? On accepte très bien que le cuivre se patine et qu'il devienne vert. Ça fait partie de notre... On a intégré ça, mais on ne l'a pas intégré, par exemple, pour l'aluminium ou le béton. Avez-vous une réflexion à cet effet-là? C'est une belle question de façon spontanée. C'est la naissance des matériaux modernes, c'est l'industrialisation aussi. Et donc, c'est des matériaux qui sont vus comme jetables. Et donc, ça vieillit, il y a une patine, on va le remplacer. Et donc, c'est comme toute notre société au complet. Pendant un certain nombre d'années, on est allé vers le jetable. Et là, aujourd'hui, on ne peut plus jeter. Et donc, il faut venir avec des postures, avec une éthique de la réparation, puis dire, mais comment est-ce qu'on peut finalement tout conserver? Dans quelques années, l'Église qui a été démolie, ça a été un péché monstrueux. Mais dans quelques années, on ne pourra plus rien démolir. Donc, il va falloir trouver des manières d'intervenir correctement et avec une posture d'éducation. Parce qu'en fait, depuis quelques jours que je prépare la présentation, mais je suis allé voir, évidemment, dans d'autres pays qui ont le même genre de bataille pour sauvegarder certains immeubles. C'est toujours le même type de bataille. L'architecture moderne est incomprise, mal aimée, dévalorisée. Et c'est vrai que, malheureusement, c'est aussi un moment, et là, c'est peut-être intéressant d'en débattre, je vois déjà peut-être avec France, ce serait une conversation intéressante, mais du moment où l'éducation de l'architecte devient quelque chose d'extrêmement spécialisé, et donc l'architecte est formé dans une posture de spécialiste du bâtiment, et donc où il contrôle l'ensemble des connaissances liées au bâtiment, mais le grand public est un peu à l'extérieur de ce cercle, et donc le bâtiment moderne, il est exclusif. Et on tente de le rendre inclusif, mais c'est extrêmement difficile parce que pendant longtemps, même avec l'abstraction, il a été exclusif. Donc on a sorti des populations, même les populations plus vulnérables, on les a tout simplement exclues. C'est une posture qui, l'architecture moderne, là aussi, ça serait intéressant d'en discuter, mais c'est colonial. Donc, on change, on rase, on détruit. Mais on vient avec quelque chose de nouveau qui va être meilleur. Donc, il y a une posture de progressiste, mais en même temps, une posture où on détruit ce qui était là avant. Donc, c'est intéressant, et c'est une des belles contradictions de l'architecture moderne, comme celle de l'ornement. C'est architecture sans ornement, mais depuis l'autre jour que je suis ici, bien, les textures, tout ça, c'est de la belle ornementation. C'est un autre type. Donc, c'est les magnifiques contradictions de l'architecture moderne. Alors, une autre question, une dernière. Oui, alors, pour un écologiste comme moi, m'adresser à du carbone, c'est quand même... je savais qu'elle allait la sortir. C'est ça. Pour une fois, je ne veux pas éliminer le carbone, alors je veux vous rassurer. Moi, c'est carboné. Ah, au fioul.
OK, ça me réconcilie. Bon, pour être propriétaire d'une maison d'architecture moderne, puis être directeur général d'un cégep d'architecture moderne, ce que je constate comme problème aussi, c'est ce que j'appelle la standardisation. Parce que ce qui contribue au style moderne, c'est aussi des choses qui sortent du standard. Donc, quand ça brise, ou quand c'est abîmé ou patiné puis qu'on veut le changer, on ne le retrouve plus chez les Home Hardware et Rona de ce monde parce que tout est standardisé. Exemple banal, la poignée de porte chez moi, de la porte d'entrée, n'est pas standard. Elle est un petit peu plus à gauche parce que j'ai une plaque super belle travaillée qui entoure ma poignée de porte. Alors, quand le truc là, entre la poignée et le trou a brisé, je n'ai pas été capable d'en trouver une pour le remplacer. Alors, le pen, c'est compliqué. En tout cas, j'étais capable, avec un vieux serrurier qui prenait sa retraite le jour même où je l'ai trouvé finalement. Bon, c'est une anecdote, mais qui complique énormément les choses parce que l'industrialisation aussi des matériaux et des produits de construction fait en sorte que c'est du pareil au même partout. Donc, il n'y a pas nécessairement d'artisans. Et si on en trouve un, mais ça coûte plus cher aussi pour être capable de retrouver mon fameux pen de porte qui est un peu plus long que tous les pens de porte qu'on trouve chez les Potvin Bouchard de ce monde. Alors, Potvin Bouchard, c'est une quincaillerie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en tout cas. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est que la conservation du patrimoine architectural moderne pose aussi cet enjeu-là du standard qui ne correspond pas à un modèle standard qui est le bâtiment. Oui. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Peut-être je pourrais juste ajouter quelque chose. Sur la question de la standardisation. Je peux pas Est-ce que je peux? Oui, allez-y. Oui. Sur la question de standardisation, c'est clair qu'aujourd'hui, tout est... et c'était un peu l'idée de l'époque aussi, comment est-ce qu'on peut produire en masse tous les composants d'un bâtiment. Les architectes, les architectes modernes, dans leur vision de l'œuvre complète, donc dans tous les détails d'un bâtiment, doivent refléter l'idée d'un projet, évidemment, se sont distancés de cette standardisation. Et c'est évidemment un autre défi de dire, mais si, par exemple, il y a la poignée de porte, mais il y a parfois des meneaux de murs rideaux qui ont été complètement dessinés pour un projet spécifique où c'est impossible à retrouver. Et c'est là où moi, peut-être pas pour la poignée de porte, mais des fois pour le mur rideau, je me dis, dans le nom de la performance écologique, est-ce qu'on ne peut pas finalement dialoguer, modifier, transformer, avoir une posture parce qu'il y a une urgence et il va falloir qu'on trouve des manières de réconcilier cette idée de j'utilise plus réparer et conserver. Merci beaucoup, M. Carbonnet, vraiment.